Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être avec vous pour cette première demi-après-midi de la 4e édition de la Paris TestConf. Donc 2 demi-après-midi sur le signe de la qualité logicielle autour de 2 thématiques. L'aspect organisationnel, on verra qu'il y aura ne serait-ce que 3 conférences autour de l'organisation et comment les organisations peuvent j'allais dire s'organiser. Une organisation qui s'organise, c'est joli. En tout cas, se structurer pour adresser vraiment la production logicielle de qualité. Et 5 conférences autour des pratiques qui vont supporter les organisations, justement, à atteindre le même objectif. Avant de démarrer et rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vraiment prendre un tout petit peu de temps pour pour que vraiment tous vous fassiez un grand bravo et remerciement à toutes les personnes qui font que cette 4e édition ait lieu depuis maintenant un peu plus de 10 mois, 10 mois de travail. Donc je vais les nommer: Farah Chapchou, Marie Béninger, Mimoun Kissi, Diana Marimoutou, Anne-Laure Gaillard, Simon Garny, Arnaud Rush, Aurélien Yossen et William Ridjar Alitera. Vraiment, c'est presque un peu plus de 10 mois de travail pour faire que cette 4e édition puisse se tenir. Donc vraiment un grand bravo et merci à eux. Et également une petite pensée aux pionniers de la Paris TestConf, ceux de la toute première édition, qui à l'époque avaient constitué un fonds. Et ben ce fonds, il continue d'aider la Paris TestConf. C'est des deniers propres de chacun. C'est du pur bénévolat et du pur don. Et ben il a encore aidé cette année à financer une partie des outils et à faire que cette Paris TestConf aussi ait lieu. Vraiment toujours dans cet esprit de bénévolat et de partage. Petit point d'ordre pur technique, vous êtes tous en train de regarder la Paris TestConf soit depuis notre site web avec la partie YouTube qui est embellée, soit directement depuis notre chaîne YouTube. Et vous allez sûrement vouloir poser des questions. Vous avez pour cela, si vous êtes connecté, la partie chat de YouTube qui vous est mise à disposition. Et donc, toutes les questions que vous souhaiteriez poser au speaker, vous les posez dans la partie chat. Moi, je les récupérerai, ces questions-là, et je pourrai les poser aux différents speakers à la fin de leur présentation. Voilà. Vu que c'est un espace également d'échange visible de tous, je vous demanderai la plus grande bienveillance dans les différents commentaires qui peuvent être menés. C'est extrêmement important d'être bienveillant les uns avec les autres. On peut ne pas être d'accord avec ce qui est proposé, mais on peut le dire d'une manière très bienveillante et exprimer son opinion de manière bienveillante. Donc j'attends de vous que vous soyez tous exemplaires sur cet aspect-là pour qu'on ait un bel après-midi, une belle demi-après-midi. Et je vais enlever cette partie-là. Et on va accueillir notre premier speaker, Gregory Hates, qui pour moi s'avère un peu particulière puisqu'on se connaît depuis de nombreuses années avec Gregory. Et il m'a vu démarrer, il m'a vu grandir. C'est un peu mon maître Jedi vraiment au démarrage. J'étais son padawan il y a maintenant un peu plus de 15 ans, je pense, ou 15 ans pile poil en tout cas. Et vraiment, c'est lui qui m'a transmis l'amour de ce métier, l'amour du test logiciel, qui m'a fait découvrir un peu tout au début, et qui m'a aussi donné vraiment la passion de transmettre aux autres. C'est vraiment cet esprit de transmission, de partage. Je pense que c'est vraiment Grégory qui me l'a transmis, et je pense que je ne suis pas le seul à avoir ce type de feedback sur Grégory. Et c'est vraiment pour moi un grand plaisir, un grand honneur de l'avoir avec nous. Et je vais le faire monter dans le stream dès maintenant. Hop. Salut Greg. Merci Benji, merci pour cette intro. Ouais. Et je vois qu'en 15 ans, en fait, tu as réussi à me déplacer en termes de partager des connaissances et la passion du test. Merci d'animer cette Paris TestConf et aussi d'être venu me chercher pour me faire travailler un peu. C'est un plaisir d'être avec vous tous aujourd'hui pour la Paris TestConf 2022. Et j'espère que dans les 45 minutes qui suivent, vous allez avoir autant de plaisir que moi à discuter et à parler qualité. On va partir pour 45 minutes et les questions à la fin. Benji. C'est ça. Et donc, du coup, tu vas nous parler justement de start-up. On parlait d'organisation. Je parlais d'organisation juste avant. Tu vas nous parler de start-up et de culture qualité et comment la culture qualité finalement peut se décliner et avoir une utilité dans le monde de la start-up, puisque tu as eu vraiment pas mal d'expérience, un peu un globe-trotter du test. Tu as eu pas mal d'expérience dans différentes cultures, justement, géographiques. Tu as fait de l'Inde, tu es au Danemark aujourd'hui, tu es allé en Angleterre, tu as différentes cultures là-dessus. Et c'est ce que tu veux partager aujourd'hui, c'est tous ces retours d'expérience, justement, dans le monde des startups. Bah, écoute, Grégory, je monte ton partage dans le stream. C'est bon pour toi. Et ben, je te souhaite une bonne conférence et je te laisse la main.
À tout à l'heure. Merci. Donc, comme Benjamin l'a dit, on va parler de qualité en startup. Exactement pourquoi on aurait besoin de parler de qualité en startup et pourquoi faire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on y fait. Donc, allez, commençons. Sommaire, puisque ça vous donne un peu une idée de quoi on va parler. Je déroule le sommaire un peu rapidement. Donc, petite intro pour savoir quels sont les acteurs de cette présentation. Une petite présentation d'une définition de startup. Donc, c'est ma définition à moi, vous allez voir. Même chose pour la qualité. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi faire, le pourquoi, et après le pourquoi faire, qu'est-ce qu'on y fait. Enfin, je vais faire une pseudo-conclusion qui vous donnera un peu les prochaines étapes qu'on s'attend de faire dans la startup dans laquelle je travaille, mais aussi qui peuvent être des prochaines étapes pour vous. En tout cas, j'espère que je vais pouvoir vous donner quelques billes, quelques points d'entrée dans le monde de la startup si vous y êtes. Et si vous n'y êtes pas, ça peut s'appliquer aussi en dehors des startups. Alors, il y a des questions à la fin. Alors, petite introduction. Speaker, donc débutant averti en qualité. Donc, je suis dans le monde de la qualité depuis 2002. J'ai fait quasiment que ça, en testeur ou à peu près tout ce que l'on peut faire. Je suis un Français basé à Copenhague, donc je vous dis bonjour depuis Copenhague. J'y suis depuis 2016. Je suis aujourd'hui Engineering Director, c'est-à-dire que je m'occupe d'une équipe de delivery et je suis aussi aide de la practice quality. Creative practice, c'est-à-dire que je m'occupe à animer tout ce qui est lié à l'ingénierie de la qualité et même au-delà. Donc, la startup pour laquelle je travaille s'appelle Monta. Je vais vous l'introduire un peu après, puisque c'est le contexte de cette présentation. J'y travaille depuis avril 2022. Et comme Benjamin l'a dit, je suis un petit peu globetrotter. J'ai travaillé en France pendant plusieurs années, comme la plupart des Français. Mais j'ai aussi fait un petit détour en Inde, en Angleterre et aujourd'hui au Danemark. Alors ça, c'est pour moi. Alors, le retour d'expérience est concret, ce n'est pas quelque chose que j'ai pris il y a 20 ans ou il y a 30 ans, c'est quelque chose dans lequel je suis aujourd'hui. C'est la société Monta, qui est un fournisseur de solutions logicielles pour les voitures électriques. Donc, c'est pour recharger votre voiture depuis un point de charge. Donc, c'est une société qui a été fondée en fin 2020. Donc, on est à peine 2 ans dans la société. On a un produit qui est en production depuis 2021. Donc, c'est très très jeune, on est à peine un peu plus d'1 an, et on a 3 différents services qu'on expose à nos utilisateurs, une application mobile, une application web et un service public. Et tout ceci est exposé à différents pays, puisqu'on est disponible dans les pays nordiques, mais aussi en Angleterre, Irlande, l'Allemagne, l'Autriche, la France et d'autres qui arrivent. Et donc, pourquoi ce contexte? Parce que c'est pour montrer qu'en startup, on n'a pas forcément un focus sur une application ou un produit, mais on peut avoir un panel très large et du coup, les challenges qualité peuvent être très similaires à d'autres entreprises. Voilà, ça c'est le contexte. Alors, pourquoi on fait de la qualité en startup? Avant de commencer à parler de qualité, parlons de startup. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une startup? En tout cas, comment je définis une startup dans le contexte de travail et dans le contexte de cette présentation. Donc, pour moi, une startup, ça va être un business qui va essayer de fournir une solution innovante avec une haute valeur ajoutée et pour un marché à croissance rapide. En tout cas, le marché de la startup est à croissance rapide. Donc, c'est ma définition personnelle. Vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord avec elle. On pourra en discuter éventuellement à la fin. Alors, en startup, qu'est-ce qu'on va faire? On a une problématique qui peut être commune pour d'autres, mais qui est encore très spécifique de la startup, c'est qu'on fait des mises en production très, très rapides, lors de la journée, voire de l'heure de temps en temps, mais on n'est pas nécessairement rigoureux. On peut aller vite et des fois, on rate vite. Du coup, en startup, un des facteurs de succès, c'est le support utilisateur. Il devient vraiment la valeur ajoutée qui permet de s'assurer que, bien que la mise en production entraîne des problèmes avec les utilisateurs, on garde un bon relationnel utilisateur. J'y reviendrai un peu plus tard.
On est dans un cas particulier dans cette startup. On est dans un cas de découverte du marché en continu. Le marché du véhicule électrique, surtout la recharge de véhicules électriques, c'est quelque chose qui est quasiment nouveau, qui a à peine une dizaine d'années d'existence, un peu moins de 5 ans en tant que vraiment produit fini, en tout cas produit que l'on vend aux différents utilisateurs. Donc c'est vraiment quelque chose où on n'a pas d'historique. Même les utilisateurs ne savent pas encore ce que ça veut dire de recharger une voiture, en tout cas, qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin de la recharge, et on doit prendre des décisions rapides. Malheureusement, ce ne sont pas toujours les bonnes. Du coup, on doit pouvoir changer rapidement le produit, invalider les hypothèses que l'on a prises. Et donc, c'est quelque chose qui est un gros challenge, puisqu'on ne peut pas se permettre d'avoir des produits qui ont une complexité en termes de fonctionnalité et certaines fonctionnalités qui sont inutiles ou totalement incorrectes d'un point de vue utilisateur. Et alors, autant les deux premiers peuvent vous sembler communs dans les grandes entreprises ou ceux qui travaillent dans des entreprises qui sont un peu plus d'ancienneté, plus de maturité, quelque chose est très pratique, très particulier à la startup, c'est les moyens limités. On n'a pas un gros budget puisqu'on a un budget d'une entreprise qui a à peine 2 ans. Donc, on a un nombre d'employés très restreint. On a des budgets serrés pour nos opérations. On ne peut pas vraiment décider du jour au lendemain qu'on va étendre notre budget au niveau cloud ou au niveau logiciel. Ou même, on ne va pas décider d'embaucher d'un coup 50 employés puisqu'on doit faire avec ce qu'on a. Du coup, on doit avoir plusieurs casquettes. On ne joue pas simplement un seul rôle. C'est une particularité de la startup aussi. On peut se retrouver à faire plusieurs choses. Dans mon cas, je m'occupe de la qualité, mais aussi d'un aspect de delivery. Et j'ai été aussi contributeur de la traduction en français de notre front-end. Donc, du coup, plusieurs casquettes et encore d'autres. Donc voilà, c'est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui, justement, s'attache beaucoup à la qualité. Aussi, ça revient un peu à ce que j'ai dit un peu avant. On a une cible mouvante. En startup, comme j'ai dit, c'est un marché à croissance forte, mais qui dit croissance forte dit compétition forte, et du coup, on doit avoir un produit qui s'adapte très vite, qui doit pouvoir rester en avance de phase en termes de compétition. On doit toujours être le produit que les utilisateurs préfèrent, et du coup, on ne peut pas se permettre d'attendre que quelqu'un prenne une idée. On doit toujours s'adapter, on doit être flexible sur notre priorité, et on a une cible mouvante veut dire que, du coup, comme j'ai dit un peu avant, on découvre notre cible des fois au fur et à mesure qu'on avance. Alors, tout ça, c'était un peu théorisé sur ce qu'on appelle le crossing the chasm. C'est toute la théorie de l'innovation entre passer d'un produit où on a des adopteurs précoces. Donc, en startup, en général, on commence avec les adopteurs précoces qui sont en général des geeks qui n'ont pas de problème à avoir des bugs, tout ça, et même ça leur fait plaisir de remonter ces bugs puisqu'on a l'impression de participer à la construction du produit. Et puis, ça, c'est facile, donc ça, c'est la partie facile. Mais la difficulté, c'est quand on passe d'une petite startup à une startup qu'on appelle scale-up en anglais, c'est-à-dire que notre produit devient un produit pour le grand public. Et donc là, on arrive dans ce qu'on appelle la faille technologique, où on doit arriver à passer des adopteurs précoces, de ces innovateurs, de ces geeks, aux aspects de monsieur tout le monde, qui sont moins tolérants en termes de problèmes, en termes d'incidents, en termes de mauvaises expériences utilisateurs, et qui vont rapidement changer la vie en termes de produits. Surtout aujourd'hui, quand on travaille des produits qui sont attachés au monde du mobile, on va avoir des gens qui vont désinstaller l'application pour installer celle du concurrent. Du coup, c'est le gros challenge, et c'est un challenge qualité, principalement, puisqu'on doit passer d'une tolérance large aux pannes et aux erreurs à une tolérance faible. Et du coup, voilà tout l'intérêt de la qualité. Alors, ça, c'était pour la startup et pour les challenges imposés par la startup. Alors, la qualité dans tout ça, ma définition de la qualité dans ce contexte. Alors, c'est une définition très personnelle. Peut-être que l'autre la partage ou ne la partage pas. Donc, pour moi, la qualité, ce n'est pas quelque chose qu'on construit ou qu'on invente ou même qu'on découvre,
c'est quelque chose que, en fait, on a très peu de contrôle dessus. C'est la valeur perçue par nos utilisateurs, dans le sens où le produit que l'on fournit satisfait leurs besoins. Et donc là, c'est vraiment le défi, c'est que c'est quelque chose qui est sous le contrôle de nos utilisateurs et on peut juste s'adapter, s'ajuster et s'assurer qu'on s'adapte. Donc tout le challenge, c'est de créer un produit adapté à nos utilisateurs qui répond à un besoin ou à des besoins d'utilisateurs, qui a une interface qui est adaptée à la plateforme, c'est-à-dire que si on a une interface pour le web, on s'adapte au web, si c'est pour le mobile, c'est au mobile, puisque on ne peut pas demander aux utilisateurs de s'adapter, mais c'est plutôt au produit de s'adapter. Donc on doit s'assurer que le produit est adapté, ça veut dire que le produit clairement résout le problème d'utilisateur de façon très clairement, très identifiable. C'est-à-dire qu'un utilisateur, quand il va télécharger ou va choisir votre produit, il sait exactement à quoi le produit va répondre dans ses besoins, en tout cas, ou potentiellement dans ses problèmes. Donc ça, c'est une partie importante dans la définition de la qualité. La qualité, c'est aussi aider une adoption rapide et simple, c'est-à-dire un produit qui s'installe simple, qui s'apprend de façon intuitive. Et si l'utilisateur rencontre des problèmes, ça doit se faire avec le minimum de support externe. C'est-à-dire que l'utilisateur doit être en confiance dans le produit. La confiance, c'est un aspect clé au niveau du produit, dans l'utilisateur. L'utilisateur doit être en confiance comment ça s'utilise et aussi qu'est-ce que le produit fait de ses interactions. Et ça peut sembler dérisoire, mais une petite dernière chose, c'est l'aspect attractif, l'aspect visuel. C'est quelque chose qui est de plus en plus important. On est très loin des années 90 où on avait des interfaces utilisateurs qui étaient horribles, avec des couleurs qui étaient assez criantes. Aujourd'hui, les utilisateurs cherchent quelque chose auquel ils peuvent s'identifier aussi, ou auquel ils peuvent reconnaître, en tout cas, une marque, une identité. Et donc, c'est fait partie intégrante de l'aspect qualité, même si ce n'est pas une qualité d'un point de vue fonctionnel, mais plutôt non fonctionnel. Donc, l'identité visuelle doit être consistante. On doit s'assurer qu'on partage toujours la même marque. L'utilisateur sait très bien où il se trouve. Il n'a pas changé d'univers en cliquant quelque part. On doit avoir aussi une charge cognitive réduite, c'est-à-dire on ne doit pas surcharger l'écran, de s'assurer que le produit est rapide à comprendre visuellement. Et donc, du coup, d'un point de vue visuel, à la fois sur la palette de couleurs, mais aussi sur la palette graphique, le produit est cohérent, ce qui permet aux utilisateurs de s'assurer qu'il reste dans un univers cohérent. Et ça doit être vrai pour des produits de la même famille, c'est-à-dire que si on a un produit web et un produit mobile, cette cohérence doit être maintenue. Alors, voilà, ça c'était pour l'intro, les différents acteurs, moi, Monta, la startup et la qualité. Du coup, maintenant qu'on mélange tout ça, qu'est-ce qu'on y fait? C'est-à-dire, pourquoi on aurait besoin de s'occuper de qualité dans une startup où on doit avancer vite, où on peut se permettre de faire plus d'erreurs qu'une grande entreprise qui va gérer des millions d'utilisateurs? Alors, pourquoi? Pourquoi on voudrait embaucher quelqu'un qui s'occupe de la qualité ou en tout cas passer du temps sur la qualité? Principalement rôle, améliorer le business et non pas améliorer le produit. On est là pour améliorer du business, pour engranger des revenus plus importants qui vont nous permettre d'adresser des nouvelles fonctionnalités, des clients, un marché plus large. Pour réduire les coûts, on doit réduire les coûts du produit, augmenter les revenus comme j'ai dit. Donc, désolé, je suis allé un peu vite ici. Réduire les coûts, augmenter les revenus. Alors, comment on fait ça? Hop, maintenant on peut passer au slide suivant. La première chose, et ça c'est quelque chose qu'on entend toujours à propos de la qualité, le rôle de toute personne qui aide à promouvoir la qualité, en tout cas les pratiques qualité, c'est en général d'augmenter la vitesse de mise en production. C'est livrer plus rapidement, livrer des correctifs le jour même. Ça répond un peu à la problématique de mettre en production rapidement, mais avec une tolérance d'erreur, en livrant des améliorations fréquemment. Donc ça, c'est aussi s'assurer qu'on répond à ce problème de découverte du marché, de cibles mouvantes, de façon à ce qu'on augmente la satisfaction de nos utilisateurs, c'est-à-dire qu'on
on répond de mieux en mieux et de plus en plus précise et aux problèmes que les utilisateurs essayent de résoudre au travers de notre produit. Alors, on est là aussi pour améliorer l'expérience d'utilisateur, c'est-à-dire un peu ce que je dis à propos de l'aspect visuel et l'aspect de l'apprentissage, la prise en main. Donc, comment on fait ça en qualité? Ben, on fait ça en écoutant les avis utilisateurs, c'est-à-dire qu'un des rôles qu'on peut avoir en qualité, c'est d'aller rechercher ces avis utilisateurs qui sont des fois sur le web, sur les plateformes de type App Store, mais aussi simplement en faisant des interviews utilisateurs ou d'autres pratiques liées à la collecte d'informations. Trustpilot est par exemple une source facile d'accès. Et en gardant la solution facile d'accès, donc ça c'est un des grands défis d'un produit, de tout produit, puisqu'il est assez simple de créer un nouveau produit et rapidement d'ajouter plus de fonctionnalités, plus de boutons, plus d'options, de choix auprès de l'utilisateur. Et du coup, l'utilisateur se trouve un peu coincé et se trouve perdu. De même que lorsqu'on change un peu l'identité visuelle. Donc tout ça, d'un point de vue qualité, on doit s'assurer qu'on garde en tête le problème de l'expérience utilisateur, de façon à ce qu'on augmente, ou en tout cas, on intéresse l'utilisateur à revenir plus souvent. Donc on augmente notre rétention des utilisateurs. Dernier, sur l'aspect pourquoi faire la qualité, garder la dette technique. Ça, c'est un grand défi pour les startups. Les startups, comme j'ai dit au départ, ont produit du code très rapidement, de façon à pouvoir être les premiers, en tout cas en avance de phase sur nos concurrents. Mais ça peut aussi donner lieu à créer de la dette technique très rapide, en prenant des décisions techniques sous forme de raccourcis, ou aussi on peut se retrouver à avoir une pile de bugs, un backlog de bugs qui s'accumule. Donc là, le rôle d'une personne qui va avoir un focus qualité va de se dire de maintenir le backlog de bugs, de s'assurer que les priorités, désolé pour la faute d'orthographe sur celui-là, la priorité est donnée aux bugs, en tout cas aux bugs qui ont un impact sur nos utilisateurs, qui ont le plus d'impact, le plus important, en revisitant les décisions techniques. Donc ça, c'est aussi un rôle qu'on peut avoir, même si on n'est pas forcément technique. Des fois, on peut se dire, est-ce qu'on a pris le bon choix? On commence à avoir du mal à mettre en production, puisqu'on doit mettre en production ces différents produits qui sont dépendants. Donc là, on peut être aussi un aspect coaching, en tout cas faciliter la discussion autour des décisions techniques. Dernière chose, en surveillant les zones de défaillance. Donc ça, surveiller les zones de défaillance, ça veut dire avoir une espèce de monitoring et en essayant d'anticiper les zones où les problèmes vont arriver, en s'assurant qu'on n'attend pas le retour des utilisateurs, des complaintes, les plaintes des utilisateurs auprès du support, mais on s'assure que voilà, on réduit les besoins de support. Donc tout ça, garder la dette technique va nous réduire les coûts de maintenance, mais aussi les coûts de support. Il faut savoir que les supports utilisateurs, c'est un coût assez important dans une entreprise. Donc pourquoi la qualité? En général, aller plus vite, maintenir un standard qualité, en tout cas d'un point de vue utilisateur, et s'assurer qu'au fur et à mesure de la construction du produit, en tout cas de la maturation de notre entreprise, on ne s'assure pas d'accumuler une dette technique qui va nous amener à quelques années dans le futur à un endroit où on ne peut plus mettre à jour notre produit facilement et donc du coup on perd la confiance ou la qualité du produit. Alors, pourquoi faire? Donc, juste avant, j'ai répondu à pourquoi, quel est l'intérêt de le faire, et maintenant, qu'est-ce qu'on y fait exactement? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que va faire cette personne qui a un rôle à temps plein ou un rôle partiel en qualité? Alors, la première chose, c'est pour créer une culture qualité. On n'est pas là pour créer une équipe qualité. La première raison, pourquoi on ne peut pas créer une équipe qualité? Tout simplement, on a souvent des problèmes de budget et on a déjà des personnes qui sont là. La qualité, c'est un travail de tous, une affaire de tout le monde. Donc du coup, la qualité, on peut la trouver et en tout cas la faire émerger au travers de tout le monde. Ce qui va nous permettre d'accélérer la mise en production du produit. Donc ça va être l'intérêt de créer une culture de la qualité, c'est de s'assurer qu'on accélère la mise en production.
On réduit les goulots d'étranglement, les différents goulots d'étranglement qui peuvent être, par exemple, le temps à passer en test avant de mettre en prod, ou le temps à comprendre un besoin du produit, ou passer l'information, ou valider qu'un bug est corrigé. Tout ça, on va essayer de les atténuer. Ça va réduire les temps, les frustrations au sein des équipes, mais aussi, revenir au point précédent, accélérer la mise en production. Raccourcir la boucle de feedback, ça c'est important. Donc c'est la grande boucle de feedback, mais aussi les plus petites qu'on a au sein d'une entreprise. Donc la grande boucle, c'est celle de l'utilisateur à l'entreprise et l'entreprise à l'utilisateur. Donc ça, c'est les avis utilisateurs que j'ai mentionné un peu avant. On va parler un peu de comment le faire. Et aussi la boucle de feedback, mais c'est dès le départ, est-ce qu'on construit la bonne solution, le bon produit? Est-ce qu'on a raison de faire quelque chose, ou est-ce qu'on prend les mauvaises décisions au départ? Alors, boucle de feedback. Donc, la boucle du feedback, l'intérêt de la boucle du feedback, c'est de savoir quand c'est qu'on réussit, qu'on échoue. Et un des aspects de la qualité, c'est d'essayer d'échouer au plus tôt, c'est-à-dire d'essayer de savoir est-ce qu'on prend une mauvaise décision. Alors, on n'est pas là pour échouer, mais échouer au plus tôt est toujours plus intéressant. Échouer dès la revue de design, donc là, c'est quelque chose des aspects qu'on peut mettre en place facilement au sein d'un aspect de culture qualité, s'assurer que le design ou la solution est revue sur papier. C'est plus facile de faire de se rendre compte qu'on s'est trompé, on n'aurait pas dû placer un bouton là, ou c'est pas une bonne idée d'ajouter un nouvel écran, de le faire sur du papier, plutôt que quand, une fois tout a été développé, prêt à être mis en prod, et qu'on se rend compte que c'était pas la bonne idée, donc on doit repasser du temps de développement et du temps de design. Donc, revue de design, c'est quelque chose qui est très peu cher. On peut le mettre facilement en place. Et en général, ça coûte 15 minutes, 20 minutes de temps, dépendant de la qualité du design et de la complexité du produit ou de la fonctionnalité. Les petits incréments, c'est toujours plus facile de travailler en petits incréments, des petites itérations, c'est-à-dire des fonctionnalités qu'on développe rapidement et qu'on complexifie en fonction de, en tout cas, on ajoute de la complexité. Au fur et à mesure qu'on arrive, ça nous permet de se rendre compte que finalement, on arrive à un état où soit les messages d'erreur sont complexes, et donc du coup, c'est plus facile de revenir en arrière, plutôt que d'avoir toute la fonctionnalité prête, et du coup, on passe beaucoup de temps à tester et à se rendre compte que ce n'était pas la bonne idée. Donc voilà. Donc tout ça, ça se fait avec de l'intégration continue, et aussi s'assurer que notre backlog est divisé en petites user stories et tâches qui nous permettent de garder un contrôle sur une boucle de feedback. Alors, pourquoi faire encore? On est là pour améliorer la réception par les utilisateurs. Alors, comment on peut le faire? On peut le faire en faisant des interviews d'utilisateurs, si on a ça à disposition, si on a accès aux utilisateurs, mais on peut aussi prendre des interviews d'utilisateurs, non pas sur des vrais utilisateurs, mais des utilisateurs potentiels, en créant une cohorte et en demandant aux gens d'évaluer des choix d'interface ou des choix de fonctionnalité, et leur donner leur feedback, leur perception, leur compréhension. Des revues de design, donc ça, encore la même chose, en s'assurant que le design est cohérent, le design répond à une problématique. Ça va nous permettre de s'assurer qu'on ne part pas en vrille d'un point de vue utilisateur. Test de localisation, donc ça, il ne faut pas l'oublier, nous, on est très, très sensible à ça, puisque, comme je l'ai dit au départ, on attaque différents marchés, on est sur différents pays, et il y a des pays qui sont plus sensibles à avoir la langue locale que l'anglais. Donc nous, notre application est principalement en anglais, mais quand on a voulu aller sur le marché français, on a dû faire un effort particulier pour s'assurer qu'on allait présenter l'application en français plutôt qu'en anglais. Et c'est très important d'avoir des tests de localisation et pas de traduction. La localisation étant une traduction, mais avec un contexte à la fois dans le sens business, mais aussi dans le sens niveau de langage. L'utilisation d'un design system, ça c'est quelque chose qu'on peut aussi encourager à travailler avec les designers, s'assurer qu'on a un design system, c'est-à-dire qu'on a des composants de design qui sont définis au sein de l'entreprise, c'est-à-dire que tous les boutons de cette couleur définissent une intention d'un point de vue utilisateur. C'est-à-dire que les utilisateurs vont savoir que ce bouton, que s'ils voient un bouton de la couleur rouge,
ça va être plutôt une action négative, alors qu'un bouton de la couleur verte, ça va être une action positive. Et on n'inverse pas les couleurs ou on n'ajoute pas de gradient de couleur. Donc, du coup, l'utilisation d'un design system va permettre d'accélérer l'adoption, mais aussi de maintenir la réception. Des messages d'erreur explicites, alors ça peut sembler trivial, mais on a tous eu une application qui nous dit une erreur est survenue. Ça ne nous aide pas beaucoup, on ne sait pas trop quoi faire. Avoir des messages d'utilisateurs explicites va permettre aux utilisateurs de pouvoir résoudre leurs problèmes eux-mêmes et du coup de réduire la frustration, puisque c'est toujours un peu frustrant de devoir dépendre sur un support utilisateur et qui n'est pas forcément disponible au moment où on utilise l'application. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire le travail des équipes. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien, parce que je suis assez feignant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va automatiser les tâches. Alors attention, je ne dis pas automatiser les tests nécessairement, c'est automatiser les tâches, toutes les tâches qu'on peut avoir dans une équipe. L'automatisation des tests, bien sûr, c'en est un des aspects, mais ça peut être le pipeline de déploiement, tout ce qui est alerte sur le monitoring. On peut avoir de la réparation automatique des incidents lorsque un serveur crash, il redémarre automatiquement. Ça peut être aussi des choses telles que la génération de documentation lorsque vous avez une API publique, de s'assurer que vous n'écrivez pas la documentation avec les parties prenantes du code. Ça peut être l'automatisation des traductions. Ça ne va pas résoudre le problème de test de localisation, mais ça vous permet de vous assurer que vous ne passez pas trop de temps, en tout cas que la compagnie ne passe pas trop de temps à traduire, mais plutôt à s'assurer que d'un point de vue contexte, il y a une valeur. Alors, le feature toggle, c'est, alors pour ceux qui ne savent pas nécessairement ce que c'est la possibilité d'activer et désactiver une fonctionnalité lorsque le produit est live. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit s'assurer, en tout cas, on doit pousser pour ça en termes de qualité. Ce n'est pas nécessairement nous qui vont le mettre en place, mais on doit être ici pour s'assurer que tout ce qui va en production est protégé derrière un feature toggle. Ce qui va nous permettre, en cas d'incident ou si la nouvelle fonctionnalité ne fonctionne plus, on va pouvoir rapidement l'éteindre, interrompre les dégâts. Ça nous donnera un peu de temps pour la corriger et la remettre en production s'il nous faut, par exemple, plus d'une journée pour déployer un patch. Ça va nous permettre aussi de faire des expérimentations en déployant des nouvelles fonctionnalités, voir comment les gens réagissent et du coup réagir, faire de la bêta, des choses comme ça. Donc ça, c'est important puisque ça va nous permettre de contrôler en tout cas et de réduire le travail, de ne pas passer trop de temps sur des choses qui sont soit cassées, soit n'ont pas la valeur attendue. Réduire le travail des équipes en travaillant avec des tests exploratoires. Donc ça, c'est assez important d'un point de vue des startups, en raison du fait qu'on ne peut pas se permettre d'écrire des plans de test assez larges ou avec des tests scriptés d'un point de vue de temps et aussi d'un point de vue ressources. On doit aller vite, c'est-à-dire qu'on doit créer une connaissance et du domaine et des utilisateurs. Donc, on doit passer plus de temps à essayer de décrire la fonctionnalité et utiliser cette description d'un point de vue plan de test ou checklist, plutôt que d'écrire des tests qui ne vont pas forcément être utilisés. Donc, dans notre cas, on n'a pas d'outil de test. On a tout en utilisant des outils de type Notion. Tout est écrit là et ça nous permet d'avancer assez rapidement. On n'a pas trop de problèmes et on ne sent pas le manque d'un outil de test pour ceux qui se poseraient la question. Alors, aussi assez important, la communication interne. C'est quelque chose que je me suis rendu compte au fil des années. Une source commune de mauvaise qualité, c'est le problème de communication. La communication est souvent à la racine des problèmes de qualité. Alors, communication à travers du backlog. Un backlog à taille humaine, c'est-à-dire quelque chose où on pourra expliquer qu'est-ce qu'on fait dans les 2 prochaines semaines ou dans les prochains mois. Ça permet de s'assurer que tout le monde a un sens de priorité qui est aligné avec l'ensemble de l'entreprise. Ça, c'est important. On comprend tous l'intérêt l'ambition du backlog, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, c'est de la communication, le backlog et de la communication de l'équipe, au sein de l'équipe, mais aussi à l'extérieur de l'équipe.
c'est important de minimiser nos dépendances. Donc ça va être un travail entre l'architecture, mais aussi de s'assurer qu'on n'a pas différentes sources d'exigences, qu'on n'a pas 20 personnes qui ont une opinion sur comment une fonctionnalité doit fonctionner. On s'assure d'avoir des équipes tactiques de façon à avoir des alignements rapides, des décisions rapides. Et donc là, ça va être aussi un rôle de la qualité, c'est s'assurer qu'on garde le focus, on s'assure, on s'éparpille pas d'un point de vue collecte des exigences ou d'un point de vue augmenter les dépendances. Et si on se rend compte que sur un backlog, sur un sprint, on va avoir affaire à plusieurs équipes qui vont nous demander de mettre ça en place ou ça en place, on va peut-être challenger le product owner pour donner un sens, donner un thème au backlog, et le rendre à taille humaine, et plutôt que d'avoir une diversité qui va rendre complexe les différentes interactions. Alors, des objectifs d'équipe, donc ça c'est très important, c'est lié aux deux précédents. Il faut s'assurer qu'on a des objectifs d'équipe et pas des objectifs individuels. C'est un défaut des startups souvent, c'est de donner des tâches aux individus et en mode cow-boy, donc chacun délivre ce qu'il a à faire et malheureusement, on perd de vue l'objectif global et on se retrouve avec un peu des dissonances, des contradictions dans ce qu'on livre et ça va créer la dette technique, mais aussi ça va créer la frustration au sein des équipes. Communiquer avec les équipes support, donc ça c'est directement connecté sur le retour client. Ils ont les plaintes du client, ils savent les frustrations, il faut aller les collecter là. Donc on peut être un facilitateur sur ces aspects. Et puis, pour résumer un peu les deux premiers points, roadmap transparente, s'assurer que tout le monde sait sur quoi on va travailler, de façon à ce que les priorités d'un point de vue d'entreprise sont partagées. On ne commence pas quelque chose qui n'a pas d'intérêt ou on ne décale pas quelque chose qui est important d'un point de vue de régulation, de législation, mais aussi d'un point de vue de la concurrence ou simplement d'un point de vue d'un grand partenaire avec qui on travaillerait. Alors, maintenant, on arrive à la dernière partie, la conclusion. Alors, je vais faire une conclusion un peu en deux temps. Comme je l'ai dit, je vais faire une petite conclusion, l'intérêt de ce que j'ai dit, le pourquoi faire, Et puis, je vais vous expliquer un peu ce que nous, on fait dans les prochaines étapes et qui vont arriver dans la semaine suivante, puisqu'on a une réunion d'équipe pour avancer là-dessus. Alors, première question, est-ce qu'on a besoin d'un métier, d'un rôle spécifique dans une startup? Oui et non. Oui, si vous voulez améliorer la qualité d'un point de vue général, c'est-à-dire que vous voulez améliorer la communication, l'expérience utilisateur, si vous voulez améliorer, réduire la dette technique, ce dont j'ai parlé au préalable. Je dirais non, pas du tout. Si vous voulez simplement avoir quelqu'un qui vous dit si le travail des développeurs est prêt pour être mis en production, si c'est simplement quelqu'un qui va passer des tests, vous perdez tout l'intérêt. Les développeurs sont aussi bons que n'importe qui pour faire du checking la fin de tâche. Donc, le rôle de la qualité, c'est vraiment quelque chose qui doit être d'un point de vue au travers de l'entreprise, au travers du cycle de vie des features et pas uniquement pour répondre à un problème de valider les développements. Donc, on va parler plutôt d'un coach qualité qui peut bien sûr être partagé, comme dans mon cas, donc je suis partagé au travers de l'entreprise plus un rôle de delivery, mais ça peut être aussi un rôle dédié, c'est-à-dire quelqu'un qui va passer son temps, ou plusieurs personnes qui vont être tactiques dans les équipes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de gens qui font du test, on n'a pas de personnes qui font du test dans nos équipes, mais ce n'est pas 100% de leur tâche. Donc, on fait toujours du test au travers du test exploratoire, mais aussi on passe beaucoup de temps sur améliorer nos processus, améliorer la communication en interne et recueillir les retours utilisateurs. Alors, où est-ce qu'on peut commencer, ou en tout cas, où est-ce qu'on a commencé? La première chose qu'on a fait, c'est de travailler, de comprendre comment travailler en équipe. Ça, c'est quelque chose d'important. Essayez de comprendre la dynamique de vos équipes. Essayez de vous assurer que c'est un travail d'équipe et pas un travail individuel. C'est-à-dire que vous assignez, on assigne
un objectif de l'équipe en termes d'une release et non pas Paul a en charge cette fonctionnalité, il la développe et il la met en prod lui-même. Donc là, c'est très important d'avoir cette distinction et des fois, c'est assez difficile de trouver où on se trouve. Est-ce qu'on est sur de l'individualisme ou des équipes? Quelque chose d'assez simple pour savoir où on se retrouve, où on est dans cette échelle, c'est simplement de demander aux gens s'ils savent ce qui a été mis en prod ou ce que les autres dans l'équipe travaillent, sur quoi ils travaillent. Donc c'est un petit questionnaire que vous pouvez faire vous-même en interne. Des livraisons fréquentes et de petite taille, donc ça peut sembler assez difficile pour certaines équipes. Beaucoup de personnes vont dire oui, mais mes fonctionnalités sont larges, nécessitent 3 mois de développement. Posez-vous la question, est-ce que vous parlez d'une fonctionnalité ou est-ce que vous parlez complètement d'une refonte d'une partie de votre application? Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de la diviser en plus petits, ou en tout cas d'éviter que vous créez un backlog qui est une addition de fonctionnalités? Si vous avez besoin de livrer 3-4 changements, eh ben, posez-vous la question si vous pouvez les livrer les uns après les autres, ce qui vous permettra de tester plus rapidement, mais aussi d'avoir un feedback utilisateur plus rapide et plus précis, puisque vous aurez un feedback simplement sur le changement et pas sur une vingtaine de changements. Et du coup, vous ne saurez pas trop où se trouve le problème. Petite astuce, aujourd'hui, on a tous des rétrospectives dans nos équipes, dans nos organisations. Ça vient de l'expérience, ça vient de Scrum, ça vient de ce qu'on entend autour de nous. Pensez, lorsque vous faites des rétrospectives, faites des rétrospectives qui ont une valeur. Sinon, vous allez vite vous retrouver à perdre du temps et à perdre tout le bénéfice de la rétrospective. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande. Demandez-vous toujours si les 2-3 actions que vous gardez à la fin de votre rétrospective a été faites. Si les rétrospectives ne sont pas utilisées, s'il n'y a pas d'intérêt, arrêtez-les. Vous allez gagner du temps pour le reste des équipes. Pas de testeur, ça vient un peu de ce que j'ai dit juste avant. Pas de testeur dans le sens simplement tester le travail des développeurs. On doit avoir un rôle plus global. C'est important dans une startup que le testeur est plus qu'un testeur, est un coach qualité. Il a un avis du design sur le retour d'expérience des utilisateurs, mais aussi il a un avis sur comment on travaille. Quel que soit votre niveau de seniorité, vous allez apercevoir des choses qui vous semblent des bonnes pratiques, mais aussi des mauvaises pratiques, et on doit être autorisé à partager et à proposer. Alors, donc nous on a fait un peu ça dans ce qu'on a voulu commencer, et où est-ce qu'on va maintenant? On va documenter nos processus un peu plus, on augmente la taille de nos équipes, et ça devient compliqué d'avoir des nouveaux membres dans les équipes, puisqu'on a un niveau de documentation un peu vieux. Donc on va essayer de maintenir ces documents un peu plus à jour et s'assurer que c'est facile à transmettre. Et aussi, l'intérêt de documenter notre processus, c'est de permettre de vérifier à chaque fois qu'on fait une rétrospective, qu'on travaille tel qu'on se l'est dit, et non pas de façon différente. On va augmenter l'importance de la conception, c'est-à-dire passer plus de temps sur le design et sur la solution sur papier, et moins de temps en développement, de façon à répondre à la problématique d'échec de tests qui ne fonctionnent pas ou de cas d'utilisation qui ne sont pas satisfaits avant la mise en prod. Donc, du coup, échouer au plus tôt, et c'est ce qu'on va essayer de faire, et on a déjà commencé sur les fonctionnalités qu'on a mis en prod depuis les 2 derniers mois. Améliorer nos tests automatisés, on essaie de minimiser le nombre de tests manuels, puisqu'on essaie de s'assurer que le test manuel est plutôt exploratoire, et donc on ne passe pas notre temps à tester, et on n'a pas de testeur, en tout cas de titre de testeur de vérification des développements. Donc on va passer à faire plus de tests d'intégration automatisés et de tests de bout en bout. Donc ça, c'est un des objectifs pour les mois à venir. Améliorer la communication inter-équipe. Jusqu'à récemment, on avait une communication très isolée, très en silo. On vient de se réorganiser. Ça fait partie des aspects améliorer la qualité, de façon à ce qu'on ait une roadmap transparente, on a un backlog partagé, et aussi on réduise les dépendances en sachant vraiment qui fait quoi dans l'entreprise.
Donc ça, c'est nos prochaines étapes et comme je l'ai dit, elles sont déjà en route ou en tout cas, elles vont être en route très bientôt. On essaie de tenir le niveau de qualité toujours au plus haut, en tout cas, de le pousser un peu en avant à chaque fois qu'on fait une rétro. Et comme j'ai dit, pas de rétro sur le lendemain. Du coup, maintenant, nous, on fait des rétros avec 1 ou 2 actions uniquement qu'on essaye de maintenir jusqu'à la prochaine rétro. Alors, le mot de la fin, les mots de la fin. Première chose, avoir une culture en qualité en startup, c'est tout à fait possible et c'est pas très difficile. Comme j'ai dit, ça ne demande pas un rôle dédié, ça demande juste de mettre un focus, de mettre une attention particulière sur certains aspects du business de la compagnie. C'est pas vraiment sortir du chapeau un outil de test ou un rôle de test. Donc, rien de neuf. Je pense que dans tout ce que je viens de dire, vous l'avez vu, vous en avez entendu parler avant. Dans une startup, dans une grande entreprise, on fait à peu près la même chose. On a juste des challenges un peu différents, des défis différents, surtout d'un point de vue budget et rapidité d'itération. Mais sinon, c'est très, très, très similaire. Donc, tout ce que vous connaissez, vous avez appris comme bonne pratique ou ce que vous voyez dans vos entreprises aujourd'hui est très facilement réutilisable en startup. Donc, en conclusion, la vraie conclusion ici, c'est que la qualité commence au premier jour de votre entreprise. Dès lors que vous avez la première idée, le premier design, vous pouvez commencer la qualité. Bon, c'est quelque chose de facile à dire, assez difficile à faire, mais la qualité, c'est définitivement quelque chose qu'il faut prendre au sérieux dès le départ dans une startup. Sinon, vous allez vous retrouver avec une dette qualité, une incohérence visuelle et aussi des utilisateurs qui sont perdus, ce qui n'est jamais bon. Rappelez-vous, testeur, ce n'est pas la vraie source de la qualité. La source de la qualité, ceux qui vont être juges de votre qualité, ce sont vos utilisateurs. Et vous pouvez avoir le meilleur support utilisateur. Ça ne va pas les empêcher de se plaindre ou d'avoir des problèmes, ce qu'on appelle des frictions ou des douleurs dans l'interaction utilisateur. Donc ça, c'est important de garder en tête que le testeur ne vous dira pas si c'est la qualité, mais il vous dira que si c'est au moins prêt pour l'expérience utilisateur que vous développez. Alors, on arrive à la fin de cette présentation, on va passer aux questions. Et Benjamin, je vais te passer la main. Merci Greg pour cette présentation. Bon, moi, je me suis noté plein de questions, mais les gens aussi ont plein de questions, donc je vais privilégier celles des gens. Je vais prendre à partir de la fin, puisque peut-être que les premières questions ont trouvé réponse entre-temps, donc je vais plutôt les dépiler dans le sens inverse. La première est une question d'un trublion que tu connais bien. Valentin, quand tu parles de start-up, est-ce pour toi la taille de l'équipe de livraison qui fait partie de la définition? Et si oui, à partir de quelle taille faut-il songer à adopter une approche différente? C'est bien Valentin. Je pense que Valentin n'a pas lu ma définition, n'a pas écouté ma définition au départ, parce que je n'ai pas inclus une taille dans la start-up. Donc, la start-up, c'est plutôt une question de maturité à la fois du produit dans lequel que l'on crée, du marché et aussi de l'entreprise. Donc, c'est un peu, voilà, c'est quelque chose qui démarre très rapide avec un petit nombre de personnes. Je ne pense pas qu'il y ait un moment où il faut changer d'approche différente. C'est juste qu'il faut garder en tête que si vous n'avez pas d'aspect qualité au départ de votre approche startup, c'est-à-dire que quand vous livrez rapidement ou quand vous décidez que vous allez gérer les bugs de cette façon, les supports utilisateurs d'une façon ou d'une autre, si vous ne mettez pas l'accent sur la qualité, comme je dis, sur l'aspect visuel, expérience utilisateur, du coup, vous allez le payer. Et si vous commencez à accumuler cette dette à la fois technique et de produit, du coup, il va falloir changer l'approche. Et ça ne va pas être nécessairement facile de réintroduire une approche qualité telle que je l'ai présentée. Il va falloir peut-être être plus tactique et vous allez peut-être avoir des moyens de test beaucoup plus lourds, qui est le cas de beaucoup de grandes entreprises qui ont dû se remettre un peu en question sur la façon dont elles livraient la qualité. Mais en général, voilà, malheureusement, il n'y a pas de oui, non, exactement, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est là que votre taille critique nécessite une équipe qualité
Non, ça, il n'y a pas de réponse exacte. C'est plutôt contextuel. J'espère que ça répond à la question. Merci. Puis bon, allez, décharge pour Valentin. Il est tôt au Canada. Il t'est pas réveillé. Hop, deuxième question d'une personne que tu connais aussi, il me semble. Salut Greg, merci pour la conf. Les critères qualité que tu as énoncés me semblent très subjectifs. Comment voir une amélioration ou une dégradation de la qualité? Alors, c'est très subjectif puisque la qualité, c'est subjectif. Ça, c'est là le problème de la qualité. On ne peut pas mesurer la qualité, on peut la mesurer sur le retour des utilisateurs. Une des façons dont on mesure la qualité, nous, c'est en utilisant Trustpilot ou la notation qu'on reçoit sur les stores, en mesurant le retour d'utilisateur, vraiment la perception de l'utilisateur, est-ce qu'ils sont satisfaits par notre produit sur les retours, sur la façon d'utiliser. Ça peut être aussi une façon une mesure assez simple, c'est le nombre d'appels à votre support utilisateur. Si le nombre d'appels augmente au fur et à mesure que vous mettez en production, vous devez vous poser des questions sur la qualité. Après, on peut prendre des critères beaucoup plus classiques qui vont être sur le nombre de bugs et des choses comme ça, mais les bugs, ça va être simplement des revues de design que vous pouvez faire plus tôt pour réduire ces bugs. Donc, c'est assez difficile de dire que vous avez une dégradation de la qualité au sein de la compagnie si vous maintenez les mêmes processus. Donc, écoutez vos utilisateurs, ils vont vous dire si la qualité se dégrade ou s'améliore. Regardez le nombre d'utilisateurs qui restent ou qui s'enfuient de chez vous. Oui, effectivement. Ça peut être un bon indicateur. En effet. La question suivante de Aïcha. Comment définirais-tu les tests exploratoires? Est-ce que tu as un exemple à partager? Alors, les tests exploratoires, la façon dont on le fait, c'est-à-dire qu'on va définir un thème ou une fonctionnalité auquel on va essayer de tester dans un maximum de possibilités. On ne va pas dire on fait les tests de cette release, par exemple. On va dire qu'on fait les tests de la fonctionnalité X ou Y. Typiquement, on va faire le test de la fonctionnalité de comment on crée un compte utilisateur sur notre app, puisqu'on l'a mis à jour qu'on a mis à jour récemment l'écran, la page, et du coup, on va tester spécifiquement cette partie. On va faire différents tests. On va se concentrer sur l'aspect, les différentes sous-fonctions, comme on peut dire. Donc, nous, on peut s'enregistrer avec un mail, un numéro de téléphone ou un login social de type Google, Facebook. Donc, on va se concentrer là-dessus et on va lister un peu ce qu'on peut faire. Donc, c'est une façon de faire. Donc, on a ajouté un petit plus là-dessus, c'est qu'on a des checklists, ce qui permet de revoir, de s'assurer qu'on a vu les minimums. On a le minimum vital dans nos tests exploratoires. Donc, on a le cas passant, non passant pour tous les types de login. En général, c'est plutôt du libre. Chacun est libre sur la façon dont il veut vouloir attaquer cette fonctionnalité. On doit juste s'assurer qu'on couvre les différents aspects, donc des différents types de login et aussi les différents types de cas, un login qui est déjà existant et autres. Donc, vous allez entendre parler peut-être de charte de test. C'est un peu ce qu'on a. On a 2-3 mots sur ce qu'on va faire qui est inscrit à côté des cas d'utilisation. Ok. Ouais, moi, j'aime bien le côté checklist aussi du test exploratoire. Ça donne plutôt des idées. Voilà. En général, vous allez accumuler une checklist au fur et à mesure que vous progressez dans la connaissance de votre domaine et votre produit. Et c'est très important. Notez-les, ces checklists. Elles vont vous sauver la vie dans un an lorsque vous allez changer la fonctionnalité. Je fais le lien avec la question qui suit parce qu'on y est en fait. Sur comment tu documentes cette activité exploratoire. Je pense qu'on y est un petit peu sur ce sujet. Voilà. Donc, on va le documenter sous forme de checklist. Comme j'ai dit, on n'a pas d'outils, nous. Donc, du coup, parce qu'on a décidé de ne pas avoir d'outils, tout simplement. Donc, ce qu'on fait, c'est simplement, on va documenter au sein on a Jira pour traquer, pour suivre nos backlogs et au niveau des user stories ou des tâches en fonction du niveau de granularité, on va simplement donner un rapport. Voilà ce qu'on a testé. On a testé cette version sur Android, cette version sur
Apple. Et voilà, on a testé le cas avec Google, ça marchait. Le cas non passant Google, ça ne marchait pas. Et ainsi de suite. C'est le document de résultat. Le document avant le résultat, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on a simplement une liste, une to-do list, sur les objectifs de nos tests, l'objectif de nos tests exploratoires, qu'on revoit avec les développeurs et le product owner. C'est en général un petit résumé, une liste, ok, on va s'occuper de tester ces aspects. Ça ne décrit pas le comment faire, mais ça décrit juste les objectifs. Donc, on essaie de rester très, très concis dans notre documentation, de façon à ce qu'elle soit maintenable et réutilisable. J'espère, Nicolas, que ça répond à tes questions. Ouais, et vu que tu as parlé un peu d'outillage, je vais faire le lien avec une question qui est arrivée à l'instant sur justement les outils de test management qui sortiraient du lot. Tout ce que je comprends, c'est que vous n'en utilisez pas, du coup. Non, on n'utilise pas. Pour nos tests automatisés, on s'occupe plutôt de suivre la progression des tests qui passent et non passants. Dans Startup, on se préoccupe plutôt de accumuler la connaissance et pas forcément accumuler du comment faire. Donc en général, voilà, c'est qu'est-ce qu'on doit tester et non pas comment on doit tester. On a très peu de cas où on a écrit comment tester. On a écrit comment tester, par exemple, une recharge de voiture, puisque c'est assez particulier lorsqu'on utilise des émulateurs, l'utilisation d'émulateurs ou de proxy web pour intercepter des commandes. Mais c'est rare cas où on rentre dans un aspect technique du test qui est documenté. Donc, il n'y a pas d'outil de management qui sort du lot puisqu'on n'en a pas. Désolé. Alors, t'excuses pas. Alors, je vois, il est 52. On a encore un petit peu de temps pour une ou deux questions. Je les dépile. De toute façon, au pire, on cherchera à les noter quelque part, les questions, et peut-être que tu pourras y répondre dans un document à part pour plus tard, si le cœur t'en dit. La suivante, c'est comment juger objectivement du manque de qualité, et donc plus globalement de la qualité en général. Ça, c'est le corollaire de la précédente. Subjectif, objectif. Comme je dis, juger objectivement, la qualité est un aspect subjectif, puisque on veut être juge de la qualité, mais à la fin du jour, vous n'avez aucun contrôle sur la perception de votre produit auprès des utilisateurs. Donc, si vous voulez juger objectivement, vous devez juger sur les retours utilisateurs et potentiellement sur des aspects de rapidité de mise en production. Vous pouvez vous demander combien de temps il vous faut pour mettre un bug, corriger un bug. Ça va vous donner un aspect sur la qualité de votre dette technique. Combien de temps il vous faut pour changer une fonctionnalité qui existe. Donc là, vous allez mesurer des temps de mise en production, des temps de correction. La question, c'est toujours un problème. Est-ce que vous êtes sur un temps optimum versus un temps que vous pouvez améliorer? Et ça va dépendre de beaucoup de contextes, sur le type de technologie que vous avez choisi au tout départ de votre compagnie, le type de produit ou de marché que vous attaquez, que vous servez, qui peuvent ajouter une complexité intrinsèque. Donc, il n'y a pas vraiment de critères qu'on peut établir et dire, voilà, mettre en production en moins d'un jour pour un bug, ça marche. Vous allez voir des ABAC ou des retours statistiques qui existent dans différents livres et autres revues ou blogs, mais ça reste des informations statistiques. Il faut après vous-même les reporter au point de vue de votre entreprise et dans votre contexte. Donc, qualité en général, c'est du contexte. Ouais, je suis complètement face avec ça. Et je vais prendre la dernière question de Daphné. Comment fais-tu le pont entre besoins d'utilisateurs remontés par le support et priorisation de votre roadmap, on va dire, d'évolution? Très très bonne question. Je dirais le plus facile en général, on cherche à savoir qui c'est qui crie le plus fort. Donc celui qui crie le plus, c'est celui qui a la priorité. Donc ça, c'était vrai il y a pas trop de temps chez nous. On essaie de le changer. On essaie d'avoir maintenant une priorisation qui utilise des critères, on dirait pseudo-objectifs, on va dire. Donc on essaie de savoir quel est l'impact d'un point de vue business. Est-ce qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui vont bénéficier de la nouveauté ou de la correction du problème? Est-ce que le problème impacte, on va dire, quelque chose qui est au cœur du produit,
Dans notre cas, par exemple, si on ne peut pas charger une voiture, même si c'est un utilisateur, on va le prendre. Ça va devenir une priorité. Donc là, ça va être, pour faire le pont, il va falloir s'assurer que vous connaissez qu'est-ce qui est le cœur de métier, c'est-à-dire qu'est-ce que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas fonctionner, ça va vous permettre de vous donner la priorité sur votre support, versus qu'est-ce qui peut avoir des problèmes, vous allez pouvoir déprioriser, réduire la priorité et donner plus de priorité sur la nouveauté. Donc, comme j'ai dit, donc ça c'est pour la partie support utilisateur. Pour la partie nouveauté, business, nouvelle feature, vous allez vous poser la question, la première chose, est-ce qu'il y a une réglementation qui vous impose? Du coup, vous ne pouvez même pas, il n'y a pas de question, il faut le faire en temps. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a un gain financier au niveau de l'entreprise? Est-ce que c'est un nouveau partenariat, un nouveau marché qui s'ouvre? Si vous le retardez, vous avez un risque de perdre la concurrence. Donc, ce qui est important, c'est de replacer à la fois le besoin utilisateur, en tout cas les problèmes utilisateurs et les nouveaux besoins, les replacer dans le contexte de succès du business. C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir augmenter nos revenus ou est-ce qu'on va perdre des revenus aux utilisateurs si on fait ça ou on ne le fait pas? C'est à la fin du jour, on est là pour faire de l'argent. Et donc, c'est le reste, ce qui va le moteur de nos décisions. Eh ben, merci Grégory. On touche à la fin. Je ne vais pas pouvoir prendre une question supplémentaire. Hop. Hop. Du coup, je te remercie beaucoup. J'étais en train de jouer avec l'outil, là, tu vois, j'étais parti. J'étais en train de cliquer où il ne fallait pas cliquer. Un grand classique. Merci beaucoup, Olivier Grégory, pour cette présentation. Non, parce que c'est le prochain speaker, en fait, Olivier. Il vient d'arriver dans le stream et du coup, mon cerveau se court-circuite, il est bugué, voilà. Retour utilisateur, cerveau bugué de Benjamin. Donc voilà, je crois qu'il y a un Slack, je vais y être. On a un Slack channel qui va être un moment, je vais essayer d'y être dedans, si vous avez des questions supplémentaires. Ouais. Et puis, si vous avez des questions que vous voulez un peu pousser, vous pouvez me joindre sur LinkedIn et autres. Je suis assez facile à trouver avec mon nom. Il n'y a pas vraiment d'homonyme. Non, ça va. Et puis moi, je t'ai tagué de toute façon, je crois, sur les quelques communications que j'ai fait sur LinkedIn et Twitter en même temps que ta conférence. Voilà. Donc, vous pouvez le retrouver facilement. Merci Greg, en tout cas. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi et on va enchaîner avec la deuxième conférence. Merci. Bye, Greg. Bye.